Un cours d'eau peut malgré tout être aménagé à condition que l'installation produise moins de 10 mégawatts. Dans une petite vallée proche du plus gros glacier de Scandinavie, s'activent les pionniers de l'ère de la microénergie hydroélectrique. Ces deux agriculteurs sont propriétaires d'une chute d'eau, chose impossible dans beaucoup d'autres pays. Ils vont produire de l'électricité pour le marché international. Étant donné qu'il n'y a pas grand-chose à cultiver ici, on s'est dit qu'il fallait trouver une source de revenus supplémentaires. Notre idée, c'était de construire une micro-usine hydroélectrique qui profitera surtout aux futures générations. Ils savent qu'ils sont assis sur une mine d'or potentielle, qui n'a besoin que d'eau pour fonctionner. Ce qu'on espère, c'est que ce projet fasse des petits, que d'autres le prennent en exemple. Il y a plein de chutes d'eau où ce serait faisable. D'après les autorités norvégiennes, 4600 mini ou micro-centrales électriques pourraient être construites. De quoi provoquer une vague d'optimisme dans un certain nombre de villages. Mais les paysages norvégiens ne risquent-ils pas d'y perdre ce qui fait tout leur charme? Faut-il juxtaposer paysages sauvages et réalisations humaines uniquement pour que de petits fermiers y trouvent leur compte? Le conflit entre la protection d'une nature authentique et la construction de petites unités hydroélectriques sur des cours d'eau jusque-là indomptés a une portée culturelle et sociale internationale. Une fois que l'homme a modifié un cours d'eau naturel, il est impossible de revenir en arrière. En Asie, les rivalités concernant l'exploitation des grands fleuves internationaux sont quasiment une question de vie ou de mort et auront d'énormes conséquences pour des milliards de gens. De grandes puissances comme l'Inde ou la Chine, ainsi que le Pakistan, seront concernées. Le rapide développement de cette région du monde affectera des fleuves comme le Brahmapoutre, le Gange et l'Indus, qui ont joué un rôle vital dans l'épanouissement de la civilisation. Leur importance politique et économique en sera accrue. L'Inde est en passe de devenir la 5e puissance économique du monde. Les Indiens seront bientôt plus nombreux que les Chinois. La population indienne devrait atteindre le 1,5 milliard en 2050. À tous les niveaux de la société, on réclame plus d'eau. Les journaux indiens rapportent que des fermiers sont poussés au suicide par le manque d'eau. Dans un État, le gouvernement a adopté une mesure radicale pour réduire la consommation. Un fermier qui a plus de 2 enfants n'a pas droit à l'eau pour irriguer ses champs. Les autorités indiennes estiment que dans une vingtaine d'années, plusieurs régions connaîtront de graves pénuries d'eau, menaçant la croissance, l'unité et la stabilité du pays. L'histoire de l'Inde peut être vue comme une longue suite de sécheresses et d'inondations catastrophiques. La mousson provoque chaque année de brèves inondations dans certaines parties du pays. Le reste du temps, l'eau manque souvent. De nos jours, maîtriser l'eau est une préoccupation majeure. Mais les cours d'eau indiens ne sont pas encore soumis à la volonté humaine.
Le gouvernement indien vient de lancer le River Link Plan, le plus grand projet jamais envisagé. L'objectif est de relier les 37 cours d'eau en provenance de l'Himalaya pour obtenir un unique système fluvial maîtrisable. Il serait dans un deuxième temps relié aux cours d'eau du sud du pays. Les ingénieurs espèrent, grâce à un réseau de barrages, pipelines et canaux, mettre un terme à la dictature de la mousson. Le gouvernement souhaite contrebalancer ainsi la répartition inégale des ressources en eau et favoriser une croissance économique équilibrée entre les différentes régions. Mais un projet de cette ampleur est voué à rencontrer des problèmes techniques et une forte résistance politique. Une partie de l'eau sera détournée vers le désertique Rajasthan. Ce désert pourrait devenir fertile. L'eau proviendra du Brahmapoutre, dans l'extrême est de l'Inde, et traversera le pays en passant par le Bhoutan et le Népal. Mais la plupart des États indiens riches en eau sont sceptiques. Eux-mêmes disent avoir besoin de cette eau. Paradoxe, le projet destiné à unifier les fleuves indiens pourrait finir par diviser la nation. Pour le Bangladesh, pays voisin, ce projet serait une catastrophe nationale. Nous ne comprenons toujours pas comment un pays ami a pu inventer un projet pareil. Situé en aval de l'Inde, le Bangladesh n'a pas le pouvoir d'influer sur les projets de son puissant voisin. « 54 des cours d'eau du pays traversent l'Inde avant de s'écouler dans la fragile plaine du Bangladesh. Le plus important d'entre eux est le fleuve Brahmapoutre. Malgré les protestations du Bangladesh, le gouvernement indien sera plus attentif aux demandes en eau de son milliard d'habitants. Au Bangladesh, on dit que si le débit du fleuve diminue encore, l'océan mangera une portion encore plus grande de la basse plaine, où vivent des millions de gens. Nous avons protesté et nous avons fait part de nos inquiétudes à l'Inde. Jusqu'ici, rien ne permet de dire qu'ils aient pris en compte nos inquiétudes. Ce doit être ainsi que fonctionne le monde de nos jours. Un pays puissant peut faire tout ce dont il a envie. Or, l'Inde est une superpuissance. Donc, les autres superpuissances se taisent face à cette situation. Elles ne se soucient pas des malheurs de 140 millions de personnes. Nous voici dans la plaine de l'Indus, au Pakistan. Même s'il n'y pleut presque jamais, cette terre est une région agricole. C'est la plus grande zone irriguée du monde. On y dénombre 60 000 km de canaux. Cette eau provient de l'Indus et des affluents que le Pakistan partage avec l'Inde. La signature du traité de 1960 sur les eaux de l'Indus a contribué au rétablissement de la paix entre les deux pays. Mais ce traité tiendra-t-il encore longtemps? La population du Pakistan augmente rapidement et la question de l'eau est toujours présente dans les conflits entre les deux États. L'Indus ne se jette plus dans l'océan.
ces eaux sont entièrement utilisées avant qu'ils n'y parviennent. Le Pakistan a besoin de plus d'eau, mais il finira sans doute par en avoir moins. Pour comprendre le rôle de l'Indus dans les relations entre les deux puissances nucléaires que sont l'Inde et le Pakistan, partons au nord, à la frontière avec le Cachemire. Nous allons à la source de l'Indus. 90% de ces eaux proviennent de glaciers qui devraient malheureusement fondre dans les prochaines décennies. Dans ces montagnes, à 6000 mètres d'altitude, l'Inde et le Pakistan se livrent depuis plus de 20 ans une bataille peu connue. Les deux pays revendiquent leurs droits sur le plus grand glacier non arctique du monde, le Siachen. Mais ce glaçon géant est loin d'être l'unique enjeu de cette bataille. Ce bras de fer illustre le fait que le problème de l'eau est indissociable des problèmes politiques. La question de l'Indus est aussi intimement liée à l'épineux conflit du Cachemire. Le gouvernement du Cachemire, sous contrôle indien, menace de rompre le traité sur l'Indus, accusé de bloquer son développement économique. Cette région n'a en effet pas le droit d'utiliser l'eau de l'Indus qui la traverse. Problème pour le Pakistan, l'affluent que le Cachemire veut utiliser en priorité est la rivière sur laquelle le Pakistan a obtenu les droits exclusifs en 1960. Il doit empêcher que le Cachemire pompe son eau. Mais y parviendra-t-il? L'explosif Cachemire est le réservoir d'un Pakistan qui a désespérément besoin d'eau. La rupture du traité sur les eaux de l'Indus serait synonyme de sombre lendemain et de l'extension probable de la bataille de l'eau. Mais le centre névralgique des rivalités sur les fleuves d'Asie se trouve en fait au Tibet. C'est ici que naissent tous les grands fleuves du continent. 90% des eaux tibétaines s'écoulent vers l'Inde, le Bangladesh, le Népal et le Pakistan. Nous voilà dans le château d'eau de l'Asie. La moitié de la population mondiale vit en aval du Tibet. Les litiges concernant le Brahmapoutre et les autres fleuves nés sur le toit du monde décideront du destin de tout un continent. Quel sera le rôle de la Chine dans les années à venir? L'Académie des sciences chinoises étudie la possibilité de faire sauter des montagnes pour détourner une partie de l'eau du Brahmapoutre vers les régions arides du nord-ouest du pays. Pour les pays situés en aval du fleuve, cette nouvelle est plutôt inquiétante. Même de petits prélèvements feraient passer le projet indien Riverlink pour un rêve aussi risqué que coûteux. Quant à l'avenir du Bangladesh, il se retrouverait entre les mains des Chinois. Le Brahmapoutre et les autres fleuves qui prennent leur source au Tibet scellent l'avenir politique de ce territoire. Il détient la clé des ressources en eau de la Chine, qui n'acceptera jamais de s'en séparer. Mais que se passerait-il si les glaciers du Tibet finissaient par disparaître? La question de l'eau devenant toujours plus délicate, il est probable que les pays situés en aval se retrouveront cantonnés à jouer les seconds rôles derrière la Chine,
la plus grande puissance hydrologique du continent. En Asie comme dans le reste du monde, la maîtrise de l'eau va-t-elle devenir source de pouvoir politique? Les maîtres de l'eau seront-ils un jour les maîtres du monde? Nous concluons logiquement notre périple sur ce pont tibétain, à près de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'avenir de ce cours d'eau illustre parfaitement l'avenir de l'eau en général. Les conséquences du changement climatique, aussi immenses qu'imprévisibles, et l'inévitable multiplication des rivalités pour obtenir le contrôle de l'eau.